Alors, je ne sais pas vous, mais il m'arrive parfois d'imaginer explorer une autre planète. Un monde n'ayant rien à voir avec le nôtre, rempli de créatures étranges, de paysages psychédéliques, d'odeurs nouvelles, bref, différents. Mais ironiquement, vous n'avez pas besoin d'aller chercher tout ça bien loin, car notre planète elle-même fut témoin de choses qui dépasseraient votre imagination. Je veux dire, même aujourd'hui, vous pourriez tomber sur des écosystèmes et des animaux plus que surprenants, et notre vision du monde est biaisée par nos expériences. Cependant, si vous êtes ici, vous savez sans doute déjà que notre planète est très ancienne, et que la vie a bien changé depuis son apparition, il y a presque 4 milliards d'années. Au cours de son histoire, la Terre connut de nombreuses phases bien différentes. Certaines furent plutôt agréables, d'autres bof-bof, et quelques-unes purement apocalyptiques. Mais aujourd'hui, nous allons explorer l'une des plus étranges de ces périodes. Une époque où la Terre aurait été quasiment méconnaissable pour la plupart d'entre nous, et où même les arbres, enfin les forêts, n'avaient rien à voir avec ce qu'elles sont aujourd'hui, les terres étant recouvertes de protoplantes et de champignons géants. Cela ressemble un peu à un roman de SF, pas vrai? Et pourtant, c'était bien notre planète, et ce il y a très très longtemps, à une époque nommée le Silurien. Petite piqûre de rappel, nous nous étions laissés à la fin de l'Ordovicien, et le Silurien est la période juste après, prenant place de 443 à 419 millions d'années. Ce qui signifie que les dinosaures devront encore patienter plus de 200 millions d'années avant d'apparaître. Nous sommes désormais au beau milieu du Paléozoïque, entre l'Ordovicien et le Dévonien, puis nous avons ensuite le Carbonifère, le Permien, et enfin le début du Mésozoïque, au Trias. Donc ouais, ça remonte un peu quand même. Et ceci à tel point où si je vous y téléportais avec une boussole, une carte, du matos de survie, et que je vous disais de retrouver votre chemin jusqu'à chez vous, ça servirait pas à grand chose. Les continents n'avaient absolument rien à voir avec aujourd'hui, et d'un certain point de vue, notre planète ressemblait à une sorte d'immense archipel. Ceci est principalement dû au fait que l'eau recouvrait la quasi-totalité des plaques continentales, avec le niveau des mers environ 100 mètres plus haut qu'aujourd'hui. Ce bon vieux méga-océan pantalassique s'étendait à perte de vue, éclipsant même le Pacifique actuel. Ainsi, à cause de l'agencement des plaques tectoniques, vous auriez trouvé au centre de la carte un assortiment d'îles géantes, éparses et fragmentées, avec la Laurentia, qui deviendra un jour l'Amérique du Nord, mais aussi la Baltica, le Groenland, la Barentsie, la Kazakhstanie, la Wallonie et la Sibérie. Au pôle sud, vous n'auriez pas trouvé la Pangée, mais un autre supercontinent, le Gondwana. Une gigantesque masse terrestre composée de diverses parties de la Chine, de l'Australie, de l'Antarctique, de l'Inde, de l'Afrique et de l'Arabie, comptant pour un cinquième de la surface de la Terre, soit plus de 2 fois la superficie de l'Asie actuelle. Cela fait donc beaucoup de terre. Mais plot twist, la Terre au sens propre du terme n'existait pas encore vraiment au Silurien, et cela implique beaucoup de choses pour les organismes terrestres. À la place, le paysage était un étrange mélange essentiellement composé de poussière, d'argile, de dunes de sable, de montagnes, de petites rivières et d'un peu de glace. Le seul point positif était la température, car contrairement à certaines idées reçues, où le climat du Paléozoïque était un peu chaotique, le Silurien était somme toute plutôt agréable. Car en effet, la plupart des études suggèrent un climat relativement chaud et stable, avec des moyennes certes plus élevées qu'aujourd'hui, jusqu'à 36 degrés dans les régions équatoriales, mais bien loin du Dévonien, du Trias et du Permien. De plus, contrairement à ces époques, les terres à l'équateur étaient fragmentées, donnant ainsi de belles et chaudes îles tropicales pour vos stories Insta. Tout ça mis bout à bout fit que le Silurien semblait être une époque plutôt agréable pour une petite balade. Par contre, si vous êtes mycophobe, un peu moins, car dans certaines régions, vous auriez pu rencontrer les organismes les plus étranges de cette période, des sortes d'immenses pics sortant du sol. Alors non, il ne s'agissait pas de sortes de termitières ou d'étranges formations géologiques, mais plutôt les arbres du Silurien. D'immenses champignons connus sous le nom de prototaxites. Oui, c'est plus ou moins comme dans The Last of Us, si le cordyceps avait gagné. Une époque où les champignons régnaient en maître sur la terre ferme, dominant ainsi les écosystèmes et donnant une allure particulièrement étrange au continent. En plus, ces champignons ne ressemblaient pas vraiment à ceux que vous pourriez croiser aujourd'hui.
le plus flagrant étant leur taille. D'après certains fossiles, les paléontologues estiment que ces structures pouvaient atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre et jusqu'à 8,80 m de haut, soit comparable à un immeuble de 3 étages. Alors certes, c'est minuscule comparé aux séquoias avec des colosses pouvant atteindre les 100 mètres, mais pour l'époque, c'était gigantesque, environ 10 fois plus haut que n'importe quel autre organisme, donnant ainsi un paysage d'allure extraterrestre. Cependant, pour observer ces étranges forêts de champignons, vous devez bien choisir votre date d'arrivée, car ils n'apparurent vraiment qu'à la fin du Silurien. De plus, il aurait fallu choisir la bonne région, car les prototaxites ne poussaient pas partout sur Terre, et on ne les retrouvait qu'au Canada, en Écosse, en Allemagne, en Arabie Saoudite, en Australie et aux États-Unis. Ils firent néanmoins forte impression auprès des paléontologues, ne ressemblant à aucun organisme actuel. Contrairement aux plantes et surtout aux arbres, qu'on imagine habituellement avec un tronc, des branches, des feuilles et tout le tralala, ils avaient une organisation bien différente, très loin des végétaux. Les fossiles suggèrent qu'ils étaient dépourvus de feuilles, bon, pas surprenant, mais aussi de branches, donnant donc une sorte de grande tige, ressemblant plus à un vieux poil sorti de l'enfer plutôt qu'à n'importe quelle plante connue. Cela dit, à cause de leur ancienneté, on ne sait pas exactement à quoi ressemblaient les prototaxites, la seule certitude étant qu'ils étaient franchement bizarres. Or, le mystère ne fait que s'épaissir, car l'une des hypothèses les plus récentes les présente comme un gigantesque rhizomorphe fongique n'ayant pas nécessairement poussé à la verticale et qui aurait pu se développer horizontalement, voire sous terre dans certaines conditions. Et histoire de compliquer les choses, une étude encore plus récente, et quand je dis récent, c'est il y a quelques mois, vient de tout remettre en question. Attention, accrochez-vous bien, cette nouvelle hypothèse proposa qu'il ne s'agissait ni d'un champignon, ni d'un animal, ni même d'un végétal. Ce papier proposa plutôt que les prototaxites sont quelque chose d'entièrement à part, une lignée d'eucaryotes éteints et très éloignée d'absolument tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Même pour la paléontologie, ce n'est pas tous les jours qu'on découvre un nouveau royaume d'êtres vivants. Cette idée assez novatrice provient du constat que les prototaxites étaient chimiquement et structurellement différents des champignons modernes. Bien qu'ils possédaient des sortes de tubes similaires à ceux observés chez certains champignons, la nature et la forme de ces tubes ne ressemblent en rien aux champignons de l'époque, ni même à aucun champignon moderne. De plus, la quantité de chitine qu'on y trouvait était très différente, quasi absente chez les prototaxites. Ce qui est assez notable, car chez les champignons, la chitine joue un rôle majeur dans la structure des parois cellulaires et leur confère leur rigidité et leur solidité. Tout ça pour dire qu'aux Siluriens, la plus grande forme de vie sur la planète ne peut être décrite avec certitude que comme un être vivant, et il n'appartenait potentiellement à aucun groupe existant encore aujourd'hui. Ah, c'est beau la paléo. Mais allez, malgré leur étrangeté, ces choses étaient en réalité essentielles pour la vie terrestre. Ces forêts de tiges jouèrent un rôle majeur au sein de ces écosystèmes, qui à l'époque n'étaient pas fertiles comme aujourd'hui et extrêmement pauvres en nutriments. Les prototaxites auraient ainsi contribué à régler ce problème-là, redistribuant les nutriments autour d'eux, ainsi que de l'eau et peut-être de l'oxygène, aidant nombre de formes de vie à subsister là où elles n'auraient eu autrement aucune chance. Et oui, c'est aussi à cette époque que d'autres formes de vie colonisèrent la terre ferme, et tout un petit monde grouillait autour de ces champignons géants. Mais pour observer les nouveaux habitants qui peuplaient les terres désolées du Silurien, il aurait fallu se baisser un peu, avec une faune et une flore souvent minuscules. Pour commencer, les plantes étaient déjà bien présentes, mais très petites et assez rares à l'époque. Et vous savez quoi? Ces plantes primitives étaient presque aussi bizarres que les prototaxites, la plus connue étant la Cooksonia, l'une des plantes les plus répandues à l'époque, et qui ressemblait davantage à quelque chose qui pousserait dans l'oreille d'un alien plutôt que dans le sol. Dans l'ensemble, la flore, enfin plutôt les trucs qui poussaient au Silurien tardif, donnaient au paysage un aspect franchement extraterrestre, y a pas d'autre mot. Et pourtant, vous auriez pu tomber sur des êtres vivants un peu moins exotiques, car c'est à cette époque qu'apparurent les premiers représentants de certains groupes bien connus. Parmi eux, vous aviez les créatures les plus terrifiantes sur Terre aujourd'hui, nos amis les arachnides. Ah, c'est pas moi qui le dis, c'est les stats. On y trouvait notamment l'ordre aujourd'hui éteint des trigonotarbides, des créatures ressemblant beaucoup aux araignées.
Bien qu'il ressemblait beaucoup à nos tisseuses adorées, il disposait de caractéristiques propres, telles qu'un exosquelette dorsal en plaques, qui d'ailleurs donnera chez certaines espèces plus récentes des défenses complexes avec des épines et divers protubérances. De plus, contrairement aux araignées, ils étaient dépourvus des filières produisant la fameuse soie. Ces drôles de bestioles vivaient dans l'Amérique du Nord et l'Europe du Silurien, ainsi que dans au moins une formation en Argentine. Ils occupaient une grande variété d'environnements, s'attaquant aux petites créatures croisant leur chemin. Mais rassurez-vous les arachnophobes, cet ordre ancien ne représentait aucun danger pour les grandes créatures, ceux-ci dépourvus de venin et dotés de crochets dirigés vers l'intérieur, ne leur permettant de manger que des animaux plus petits qu'eux. De plus, ils n'étaient pas bien grands, le plus imposant atteignant à peine la taille d'une araignée-loup, donc y a pire on va dire. Ils me font plus penser à des solifuges ou des acariens qu'à des araignées, mais vous avez l'idée quoi. Après, ils étaient loin d'être les plus grandes créatures aux alentours, ni même les plus grands arachnides, car à cette époque, les maîtres du monde, c'étaient les scorpions. En effet, c'est à cette époque que les vrais scorpions firent leur apparition, et la plupart étaient si primitifs qu'ils n'étaient pas encore totalement terrestres, comme les Ramoscorpius par exemple. Ce genre vivait le long des côtes de l'Ontario actuel, une région aujourd'hui pas vraiment connue pour ses scorpions. Cependant, contrairement à la plupart des autres scorpions du Silurien, ces tarses ressemblaient beaucoup à ceux des espèces modernes, indiquant qu'ils pouvaient probablement se déplacer assez bien sur la terre ferme. Il parcourait ainsi les littoraux, ceci lui permettant d'échapper aux véritables seigneurs du Silurien. Mais nous y reviendrons plus tard. Comparé aux arachnides terrestres de l'époque, ce charmant animal était un géant, pouvant atteindre les 17 cm, soit plus grand qu'une tarentule, et comparable en taille au scorpion empereur, le plus grand scorpion actuel. Avec une telle taille, il était sûrement le big boss sur la terre ferme, s'attaquant à ses congénères plus petits, d'autres arachnides, et des créatures existant encore de nos jours, les insectes aptères. Aujourd'hui, ils sont assez peu nombreux, et le plus connu est le poisson d'argent que l'on retrouve souvent dans les vieilles maisons. Enfin, le dernier grand groupe d'animaux terrestres de l'époque fut les myriapodes, les mille pattes et scolopendres pour les novices. Vous savez, cette étrange fusion entre un ver et un insecte. Alors même si certains sont dangereux aujourd'hui, aux Siluriens ils semblaient totalement inoffensifs, ne possédant pas de venin, dépassant à peine la taille de votre ongle et probablement détritivores. Ironiquement, malgré leur petite taille, il a été proposé que ces premiers mille pattes étaient peut-être les pires ennemis des prototaxites. Car si vous ne le saviez pas, de très nombreuses espèces actuelles se nourrissent de matières végétales en décomposition, de champignons, de mousse, etc. etc. Bref, les ennemis naturels de nos champis arbres géants. Bon après, je vais pas vous mentir, malgré toute leur étrangeté, les terres du Silurien étaient quand même très tranquilles. Trop tranquilles même, car si je vous y téléportiez, la pire chose qui puisse vous arriver serait de prendre une insolation ou de vous tordre la cheville, car aucune créature terrestre n'aurait représenté un danger, contrairement à, je sais pas, le Jurassique par exemple. Vous auriez ainsi pu contempler ce monde étrange dans toute sa splendeur, et ce sans risque de vous faire croquer les fesses. Mais dans les eaux, c'est une toute autre histoire, car cela fait déjà bien longtemps que la vie y est apparue, donnant naissance à des créatures autrement plus dangereuses. Et parmi elles, nous retrouvons les scorpions. Enfin, pas de vrais scorpions cependant, plutôt les scorpions de mer, l'ordre d'arthropodes éteints des euryptérides qui ressemblaient superficiellement à nos scorpions actuels. Il y avait un moyen assez simple de les distinguer toutefois, leur taille. Car oui, les scorpions de mer étaient parmi les plus grands animaux du Silurien, et là pour le coup, mieux valait les éviter. Dans l'ensemble, ce groupe était très diversifié, avec de multiples régimes alimentaires, défenses et armes différentes, mais la plupart étaient quand même des prédateurs voraces. Et dès le Silurien, certains genres atteignirent des tailles impressionnantes, suffisantes pour s'en prendre à nous. Vous aviez par exemple l'Acutyramus et le Carcinosoma, ces derniers souvent plus grands qu'un homme moyen, atteignant parfois plus de 2,20 m de long pour un poids équivalent à celui d'un gros jaguar. Or, je pense qu'un arthropode carnivore aussi gros qu'un jaguar n'aurait pas forcément été très amical. En plus de leur taille, les euryptérides possédaient tout un arsenal faisant d'eux de redoutables prédateurs. Chez l'Acutyramus,
les individus possédaient 2 immenses pinces permettant d'attraper, maintenir et manipuler leurs proies, voire même de les découper si nécessaire. Leur queue aurait aussi évolué en forme de pagaie, suggérant un mode de chasse assez actif, pouvant nager à vive allure. Son cousin, le Carcinosoma, qui lui aussi était un prédateur, prit une toute autre voie, possédant non pas 2, mais de nombreux appendices couverts d'épines, lui permettant de piéger ses proies. Et à l'arrière du corps, sa queue n'était pas aplatie pour la nage, mais plutôt pointue, ressemblant fortement à un dard, très proche de ceux des scorpions modernes. Et même si on ne sait pas s'il était capable d'injecter du venin avec celui-ci, je suis persuadé que se faire planter par un dard faisant la moitié de la longueur de votre bras n'aurait pas été une expérience très agréable. La seule bonne nouvelle est qu'il ne devait pas être très bon nageur, car en troquant la nageoire caudale contre un dard, il aurait été plutôt lent et aurait eu un mode de vie benthique. Et ce ne sont que 2 des multiples scorpions de mer de l'époque, ces derniers occupant de très nombreuses niches écologiques au sein des milieux marins. Ainsi ils connurent un véritable âge d'or durant le Silurien, étant sans doute le groupe le plus prospère, ceux-ci s'en étant sortis sans trop de pertes durant l'extinction de l'Ordovicien supérieur. Bon après, ces 2 exemples étaient des genres exceptionnellement grands, et ne sont pas vraiment représentatifs des scorpions de mer en général, ceux-ci dépassant rarement les 50 cm. Néanmoins, même si le Silurien était l'âge des scorpions, ils étaient loin d'être les seuls habitants de la Grande Bleue. Les poissons étaient aussi en plein essor, et parmi eux figurait sans doute le plus grand vertébré de la planète au Silurien, le Megamastax. Il s'agissait d'un genre de sarcoptérygiens, autrement dit les poissons qui donneront plus tard les tétrapodes, qui hantaient les eaux alentours de ce qui donnera un jour la Chine. Alors bien que son allure ne soit pas particulièrement exotique, il s'agissait pourtant de l'un des plus grands animaux marins, les adultes pouvant dépasser 1 mètre. Alors oui, on est très loin de son cousin Lineria du Dévonien, mais c'est tout de même suffisant pour vous choper la main si vous vous amusez à le titiller. Et je peux vous assurer que se faire mordre par cette bestiole n'aurait pas été très agréable, car le Megamastax était pourvu de dents très robustes, conçues pour broyer la carapace des arthropodes marins, tels de petits euryptérides. Bref, règle numéro 1 en pleine nature, on touche avec les yeux. Après, outre ce géant, les poissons en général étaient plutôt petits, mais niveau bizarrerie, c'était un florilège, car notre Megamastax avait une apparence, disons, normale pour l'époque. Tout comme la faune du Cambrien, cela prendrait des heures pour passer en revue tous les poissons étranges ayant vécu au Silurien, mais ceux qui, selon moi, sont les plus fascinants, auraient appartenu au groupe éteint des placodermes. Ces poissons uniques furent en quelque sorte les icônes du Silurien et du Dévonien, ceux-ci facilement reconnaissables grâce à leurs plaques osseuses recouvrant l'avant du corps. Au Silurien tardif, ce groupe était plutôt prospère et de nombreux genres occupaient les eaux du monde entier. L'un des plus étranges était le Chilinyu, un petit poisson qui vivait au large des côtes chinoises, n'étant pas plus grand que votre main et disposant d'une énorme armure pour un corps tout fin, lui donnant vraiment un air bizarre. On trouvait aussi d'autres groupes de poissons éteints, comme les anaspides, de petits poissons sans mâchoire, probablement filtreurs, et qui avaient généralement des têtes un peu ridicules, mais mignonnes. Mais ce n'est pas tout, car vous auriez aussi pu croiser les étranges Ostéostracés, qui avaient des têtes blindées en forme de pelle, et aussi les acanthodiens, de petits prédateurs parmi les plus diversifiés de l'époque. Ceux-ci furent surnommés requins épineux à cause de leur apparence proche des requins et de la présence d'épines rigides soutenant chacune de leurs nageoires, sauf la caudale. Et couplé à ces groupes de poissons éteints, vous aviez aussi des figures plus familières avec les chondrichthyens et les actinoptérygiens qui commencèrent à se diversifier. Mais oui, globalement, la faune marine était assez perturbante et n'avait absolument rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Mais d'autres animaux surpassaient tous les poissons en termes de bizarrerie, les énigmatiques thylacocéphales. Grosso modo, ces bestioles ressemblaient aux tripodes de la guerre des mondes. Mais plus sérieusement, il s'agissait de créatures ne ressemblant à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui, possédant une large carapace comprimée latéralement recouvrant l'ensemble du corps, et 2 énormes yeux à facettes leur donnant vraiment une allure extraterrestre. Certes, ce groupe d'arthropodes était assez peu diversifié, mais particulièrement abondant et occupait les océans du monde entier. Bien que nous ne soyons pas certains de leur classification,
ils sont généralement considérés comme des sortes de crustacés primitifs, cousins de nos crabes et crevettes actuels. Mais le plus fou avec ce groupe, c'est que personne n'en parle alors qu'ils existèrent pendant presque 400 millions d'années, de l'Ordovicien au Crétacé, soit bien plus longtemps que les trilobites ou même les amphibiens. Leur mode de vie reste aussi bien mystérieux, et de nombreuses hypothèses furent proposées. Déjà, il semble qu'ils étaient en général d'assez mauvais nageurs, et vivaient dans des eaux troubles ou à faible luminosité, expliquant ainsi leurs yeux si énormes. Ils auraient aussi pu vivre terrés dans les sols marins, attendant que des proies s'approchent assez près pour les capturer avec leurs longues pattes recourbées. D'autres paléontologues les voient plutôt comme des nécrophages, se nourrissant de matière organique en décomposition, un peu comme des tyrannides préhistoriques. Ce qui signifie que si vous vous noyez dans les mers du Silurien, ces charmantes bestioles s'occuperont probablement de vous. Un autre type d'arthropode bien plus familier était aussi présent au Silurien, les animaux les plus emblématiques du Paléozoïque, les trilobites. Cela fait déjà quelques temps qu'ils occupaient les océans, étant apparus bien plus tôt durant le Cambrien et se remettaient lentement de l'extinction précédente. Après, il existait plus de 100 genres différents au Silurien, occupant ainsi de nombreuses niches et habitats, un peu comme les oiseaux aujourd'hui, mais version marine. Autrement dit, vous êtes sûr de croiser des trilobites lors de vos plongées siluriennes. Et perso, j'adorerais pouvoir rencontrer ces créatures, car bien qu'ils aient une apparence assez unique, ils n'ont rien d'effrayant, et sont même plutôt mignons je trouve. Mais on ne peut pas en dire autant des conodontes. Ce groupe bien plus obscur, mais presque tout aussi prospère, était un clade de vertébrés agnates qui ressemblaient un peu à des lamproies des enfers. Et déjà qu'une lamproie c'est moche, alors Ils avaient la même apparence générale, mais ils étaient surtout dotés des dents les plus acérées de tous les animaux connus, certaines faisant environ un 20e de l'épaisseur d'un cheveu humain. Ceci leur aurait permis de trancher la chair aussi facilement que de passer la main à travers l'eau. Et même si leur petite taille signifie qu'ils n'auraient probablement pas été intéressés par nous, je n'ai pas vraiment envie de vérifier cette théorie, ni même envie de les croiser tout court. En conclusion, on peut dire sans hésiter que cette époque fut peuplée d'organismes tous plus étranges les uns que les autres, et notre planète ne ressemblait en rien aujourd'hui. De plus, selon la date de votre visite, vous aurez pu découvrir un monde encore plus chaotique, mais cette fois dans le mauvais sens du terme. Car au cours du Silurien, notre planète ne connut pas moins de 3 extinctions de masse à la suite, l'Irévéquien, le Mulde et le Lao. Elles étaient relativement mineures, mais à elles toutes, elles eurent un impact assez important sur la faune, ralentissant le développement de certains taxons et en décimant d'autres. Ainsi, même si le Silurien se termina sans extinction majeure, certaines créatures prirent une longueur d'avance. Et lorsque le Dévonien prit place, on peut dire que tout est totalement parti en sucette avec l'apparition de toute une ribambelle de monstres marins. Sur Terre, la révolution silurien-dévonien changea la face du monde avec les plantes qui partirent à la conquête des continents, transformant à jamais notre planète. Merci de votre attention et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.